Parti. Allez, on lance. Bien, bonjour à tous. Merci de venir à cette conférence. On a donc une conférence qui se base sur une question. Le sport, laboratoire de l'innovation sociale, point d'interrogation. C'est une question extrêmement vaste. Si on peut se permettre une toute petite introduction, c'est une question qu'on peut voir sous plusieurs angles. On peut le voir, bien sûr, du point de vue simplement, on va dire, du champ sportif. Finalement, comment le sport se renouvelle, comment, par exemple, naissent des pratiques constamment, de nouvelles pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques qui sont immédiatement institutionnalisées. Il y a des pratiques qui naissent comme ça dans la rue. Vous avez tous entendu parler du football de rue, du basket de rue, des sports de glisse aussi dans les années 70-80 qui partent en fait d'initiatives de petits groupes et qui créent en fait de l'innovation sociale, qui créent de nouvelles sociabilités, qui créent des formes de mélange qui n'existaient pas jusque-là, qui créent aussi bien sûr d'autres normes sportives qui ne sont pas forcément les normes, on va dire, institutionnelles du sport, du sport classique, entre guillemets. Et donc, on pourrait même partir de là et faire, je dirais, toute une conférence sur cette dimension de l'innovation sociale par le sport. Mais il y a aussi cette question qui revient constamment, je dirais, dans les interrogations qu'on se pose à propos du sport. C'est le sport est censé véhiculer des valeurs, des comportements, favoriser l'inclusion notamment, favoriser le fair play, favoriser le respect de l'autre. Et on peut dire aussi en ça, peut-être, en tout cas c'est une dimension morale qu'on peut interroger, est-ce que ça participe là aussi peut-être à la pacification des rapports sociaux? Est-ce que ça favorise encore la tolérance? Est-ce que ça favorise aussi, je dirais, l'accomplissement de destins individuels? Ça fait aussi partie de l'innovation sociale. Et puis se pose depuis le début de l'histoire des sports modernes d'autres questions qui ont trait justement à l'innovation sociale. C'est des questions qu'on a tous en tête aujourd'hui, bien sûr. C'est des questions qui sont liées notamment à la mixité sociale. Est-ce que le sport favorise la mixité sociale, ou est-ce qu'au contraire, les sports sont des vecteurs finalement de différenciation sociale? Et il y a des pratiques sportives évidemment qui participent à cette différenciation. On en a tous quelques-unes en tête. Mais d'autres, manifestement, pratiquent le brassage, permettent la rencontre de mondes qui ne se connaissent pas forcément, de personnes qui ne se fréquentent pas. Est-ce que le sport aussi, comment le sport se positionne-t-il? Il faudrait parler de quel sport, de quelle discipline, de quelle organisation, mais par rapport à des questions vives aujourd'hui, comme celles qui sont liées aux questions d'égalité homme-femme, par exemple. On a fait un travail récemment sur l'histoire des Jeux Olympiques. On voit que les choses ne vont pas d'évidence. Au début des Jeux Olympiques, par exemple, Pierre de Coubertin est très réticent en fait à l'entrée des femmes dans les JO, et leur inclusion dans l'espace olympique va être très très longue finalement, très très longue, jusque dans les années 80. Il y a encore des sports qui ne sont pas inclus dans les JO, alors qu'ils sont par ailleurs très développés. Mais est-ce que dans d'autres, si on regarde un peu ailleurs, si on sort un peu de ces grands événements que sont les JO, est-ce que là, l'égalité homme-femme se manifeste plus durablement, plus nettement? C'est la question de la mixité sociale, de la question du genre, c'est la question aussi de l'inclusion des minorités. L'inclusion des minorités, qu'elles soient des minorités ethno-raciales, que ce soit des minorités sexuelles. On sait que là aussi, dans le sport de compétition, il y a beaucoup de débats sur ces questions-là qui sont pas tranchés encore de fait. Donc c'est toutes ces dimensions que je pense qui sont intéressantes de creuser. Mais l'idée de cette table ronde, ce n'est pas faire un cours en fait sur cette question-là, c'est plutôt d'essayer de comprendre à partir d'expériences concrètes de nos invités comment finalement on peut penser l'innovation sociale à partir d'expériences qui sont des expériences d'organisation, mais qui sont aussi des expériences de vie, tout simplement, et qui nous en disent plus finalement d'une certaine manière que les théories qu'on peut échafauder à partir de cette question. Alors, comme je suis extrêmement paresseux, j'ai décidé
laisser chacun se présenter. D'abord, ça m'évite de dire des bêtises, parce qu'en général, quand on présente quelqu'un, il vient vous voir à la fin, oui, mais quand même, tu aurais pu dire ça, parce que tu as oublié ce point fondamental. Donc, comme ça, je ne prends aucun risque. Et je vais donc eh bien, laisser la parole pour commencer, par exemple, à Laetitia. Merci, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Laetitia Bernard, je suis journaliste à France Inter. J'ai une chronique qui s'appelle Regard croisé. Et je suis aveugle de naissance et sportive. J'ai notamment fait une carrière en équitation, en saut d'obstacles. Et maintenant, je fais aussi pas mal de tandem, enfin cyclisme tandem en longue distance, un peu de triathlon aussi. Si tu veux, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emeline Donguet. Dans une vie précédente, j'ai été basketteuse professionnelle en équipe de France et médaillée d'argent aux Jeux de Londres. Et tout ça m'a conduit... alors, est-ce que c'est le basket qui m'y a conduit? Je n'en suis pas... Je ne sais pas si c'est tout à fait cela, mais en tout cas, mon parcours de joueuse et la façon dont j'ai réussi à grandir et à me développer à travers la pratique du basket m'a donné envie de m'investir autour de l'éducation par le sport. Et c'est dans ce domaine-là que je travaille au sein de Paris 2024 depuis plus de 5 ans maintenant, dans ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait qualifier presque de la RSE de Paris 2024. Une partie, en tout cas, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les jeux soient utiles pour la société, comment est-ce que le sport est un outil d'impact social et sociétal. Voilà. Bonsoir, je m'appelle David Blou. Pour la partie de ma vie professionnelle qui nous intéresse aujourd'hui, il y a 10 ans, passé au sein d'une ONG qui s'appelle Play International, dont j'étais directeur et qui a pour mission et savoir-faire d'utiliser le sport comme un levier d'éducation, d'inclusion sociale. J'y reviendrai avec quelques exemples. Depuis 3 ans que j'ai quitté ces fonctions-là, j'ai un rôle un peu d'électron libre dans ce secteur-là. Je travaille avec, même pour Paris 2024, sur leur fonds de dotation. Je travaille beaucoup avec l'Agence française de développement, qui a une politique de coopération sur le sport. Je travaille aussi beaucoup avec la Fondation de France sur un positionnement stratégique sur le sport. J'ai par ailleurs écrit 2 essais, un premier qui s'appelle Sport Washing, qui vient justement déconstruire un peu les idées reçues qu'on a autour du sport. J'y reviendrai également. Et le dernier qui s'appelle le Sport des solutions, qui est un voyage au sein de projets un peu emblématiques en matière d'innovation sociale dans le sport. Et je suis géographe de formation, donc merci aux historiens de m'accueillir ce soir. On est très tolérant de nature. Moi, je me présente aussi. Donc, moi, je suis Nicolas Bancel. Je suis professeur d'histoire contemporaine et d'histoire du sport en particulier à l'université de Lausanne en Suisse. Et je supervise, on va dire, le versant scientifique d'un programme qui s'appelle Sport, Histoire et Citoyenneté, programme CASDEN, qui est animé par le groupe de recherche HAC et qui a un volet à la fois scientifique, l'organisation de colloques internationaux, la publication d'ouvrages comme celui qui vient de sortir, une histoire mondiale de l'olympisme, et puis aussi un versant donc, de diffusion des connaissances, avec notamment une exposition pédagogique qui a été tirée à, je crois, 1700 exemplaires. C'est une grosse opération, et vue essentiellement par des scolaires, et vue par plus de 3,5 millions de jeunes, avec tout un appareillage pédagogique aussi par niveau qu'on a mis en place. Et on prépare une exposition au Palais de la Porte Dorée à Paris, avec un catalogue à la clé. Donc voilà, il y a aussi, je ne suis pas seulement un historien rat des archives, on va dire, je fais aussi un travail de diffusion de la connaissance. Alors, peut-être ma première question, elle va s'adresser à David. David, donc, cette question qui nous est posée, le sport laboratoire d'innovation sociale, donc, dans ton expérience, à toi, comment tu peux la décrire et l'analyser? Je vais essayer de décrire un peu les contours du terrain de jeu qui nous réunit ce soir, sans que ces contours soient vraiment aussi fixes qu'un terrain de basket. Un terrain de basket, il y a 4 côtés, donc je vais essayer de partager 4 principales idées
La première, c'est que quand on parle de sport, on est assez directement dans une sorte de cacophonie sémantique. C'est un objet qui est familier à chacun. On a tous ou presque participé à des cours d'éducation physique et sportive. C'est une discipline obligatoire à l'école. On a tous un rapport d'une manière ou d'une autre à la pratique sportive. En réalité, derrière un terme aussi simple et aussi générique, il y a des réalités qui sont extrêmement différentes. On va, dans le terme sport, mettre à la fois une personne qui fait son footing tous les dimanches et Emeline Ndong, qui est vice-championne olympique et 15 fois championne de France. Combien 5. Seulement 5. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, que derrière sport, en fait, il y a des réalités extrêmement différentes. Est-ce qu'on parle du sport de haut niveau? Est-ce qu'on parle du sport de spectacle? Est-ce qu'on parle du sport santé? Est-ce qu'on parle du sport d'éducation? Donc, il faut toujours être un peu prudent par rapport à cet objet sport et essayer quelque part de ne pas non plus trop projeter sa propre expérience dessus, puisque ça vient apporter un miroir un peu déformant si on arrive à des formes si on veut arriver à des formes de généralisation. Et donc, il faut être assez prudent avec un objet qui est en plus très mouvant. Tu l'as dit, les pratiques sportives évoluent. Et je vais là aussi citer quelques exemples. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on associe sport et innovation sociale, on est encore plus dans le champ de l'inconnu, puisqu'on n'a pas un concept qui est stabilisé du point de vue de la recherche. Il n'y a qu'un ouvrage qui a été publié sur la question, qui est publié par un sociologue qui s'appelle Gilles Veil-Marchizet, de l'Université de Strasbourg. Donc on est vraiment au balbutiement en termes de recherche sur ces concepts-là. La deuxième limite du terrain, le deuxième constat, c'est que le potentiel du sport en matière d'innovation sociale est largement sous-exploité pour différentes raisons, et je pense qu'on les verra au fil de nos discussions. Mais on est un objet qui, en fait, a la croisée d'énormément d'enjeux liés à l'intérêt général, sédentarité et inactivité, on est en plein cœur. Les enjeux de vivre ensemble, de cohésion sociale, les questions plus largement de santé, de prévention. On a parlé de mixité, etc. En fait, le sport a cette capacité de transversalité, de malléabilité qui fait qu'en fait, on peut imaginer plein de choses avec le sport. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde l'histoire récente, depuis 30 ans, on a une prise de conscience croissante que le sport n'est pas que le sport, n'est pas que l'EPS, mais qui peut être aussi un outil pour apporter des réponses à des enjeux qu'on n'associe pas spontanément avec les pratiques sportives. Et on a donc une reconnaissance institutionnelle croissante, notamment de la part des Nations Unies. On a un engagement balbutiant, mais quand même réel de la part du mouvement sportif. Par exemple, la Fédération française de badminton, qui a un projet de performance sociale, avec cette idée qu'il y a un projet de performance sportif, mais on veut aussi être performant du point de vue social. Et là, simplement peut-être pour vous donner une idée de cette dynamique de la société civile qui est importante. On a comme depuis 30 ans, et c'est une réalité au niveau international, c'est une réalité au niveau français aussi, un nombre exponentiel d'associations, d'ONG qui se créent et qui vont prendre le sport comme un objet, comme un outil pour apporter des réponses à un certain nombre de problématiques. J'ai travaillé pour une organisation qui s'appelle Play International et qui a notamment créé une méthode qui s'appelle la plédagogie, qui est une forme de jeu sportif et pédagogique qui permet à des enfants de se dépenser, de pratiquer, mais aussi d'apprendre et de réfléchir. Et chaque séance se termine par un débat. Les règles ont été changées pour provoquer en fait des émotions et des mécanismes de réflexion pour que les gamins en fait puissent, avec leur corps et avec leur tête, réfléchir à des enjeux qui sont prégnants et qui sont divers. Dans le sport des solutions, je parle d'une ONG en Afrique du Sud qui s'appelle Waves for Change, qui a créé la thérapie par le surf pour des enfants dans les communautés qui n'ont pas accès à des services de soutien psychosociaux. C'est en fait des cours de surf, mais dans lesquels on va intégrer de la méditation, des groupes de parole, un suivi psy. Donc c'est une sorte de sport augmenté qui est en train d'émerger, qui est aussi soutenu dans le cadre de Paris 2024 avec le fonds de dotation Impact 2024 et qui est assez prometteur dans le champ des réponses qu'on peut apporter à nos pratiques de société. Néanmoins, et ça c'est la troisième idée, il ne faut surtout pas considérer que le sport génère son propre impact social de manière systématique.
Tu parlais de la naissance du sport moderne qui est né grâce à la formalisation de règles, de compétitions, d'institutions. Avec ce mouvement-là a été accompagné d'une idéologie sportive qui confère au sport un certain nombre de valeurs, le dépassement de soi, la solidarité, qui ne sont pas systématiques. Et là, pour le coup, il y a un consensus scientifique des historiens, des sociologues sur le fait que le transfert de ces valeurs n'est pas systématique et qu'il faut des méthodes si on veut que le sport, effectivement, puisse avoir ce type d'impact. Donc, je vais vous renvoyer à des historiens, je suis le bon élève, donc Michael Attali a beaucoup travaillé sur ces sujets, Georges Vigarello aussi, sur le mythe sportif. Donc il faut aussi se défaire d'une forme d'essentialisation du sport qui nous cache un peu la vue sur ce qui se passe vraiment derrière, sur le terrain ou dans le cadre de certaines politiques publiques. Et c'est pour ça que quand on parle de sport et d'innovation sociale, c'est la dernière idée. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur le besoin social auquel cette activité sportive cherche à apporter une réponse, puisque c'est pas cette finalité elle-même qui va nous intéresser, mais plutôt le besoin qu'identifier, la manière dont elle le fait, à travers la pédagogie par exemple que j'ai citée, et les effets concrets, réels qui peuvent être évalués auprès de publics qui pratiquent ce type d'activité sportive. Et j'en reste là pour le moment. Merci David pour cette introduction déjà bien complète. Alors je vais me tourner vers toi. Peut-être tu peux rebondir sur ces propos et peut-être travailler en même temps sur à la fois ton expérience personnelle en tant que sportif de haut niveau, mais aussi ce rôle que tu as de manager pour l'éducation à Paris 2024, et comment finalement cette trajectoire t'a amené ici et ce qu'elle t'a apporté éventuellement. En fait, c'est pas tant mon rôle de sportif de haut niveau qui m'a amené à travailler pour Paris 2024 que même si j'ai vécu des choses extraordinaires et qu'une partie de ces choses ont fait que j'ai eu envie de m'engager, mais c'est d'abord le fait d'avoir été plus grande que tout le monde, plus maigre que tout le monde, plus bronzée que tout le monde, dans une petite campagne où j'avais du mal à trouver ma place, où j'étais extrêmement timide et où en fait le basket, la pratique du basket, mes parents ont eu une délicieuse idée. Ils nous ont tous inscrits, mes frères et sœurs, les uns après les autres, à la danse et au basket. et en fait, au basket, j'ai trouvé ma place. Quand je dis que j'ai trouvé ma place, c'est-à-dire que mon corps, tout d'un coup, avait une utilité. J'étais pas trop gauche, donc j'arrivais à m'exprimer sur le terrain. J'avais des copines sur le terrain. Ma taille n'était plus une différence. Ma taille faisait partie du décor. Ma couleur ne posait aucun problème à personne. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de me tenir droite. Et croyez-moi, quand on fait 2 têtes de plus que tout le monde, c'est pas évident quand on n'a pas 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me construire et à grandir. Et donc, il y a eu ce premier volet-là. Alors bien sûr, hein, quand j'avais 10, 15, 20 ans, je m'en suis pas rendu compte. C'est un peu plus tard que j'ai vu ce processus, comment il avait pu se mettre en place. Mais donc je me suis rendu compte de tout ça. Le fait d'être sportive de haut niveau, j'étais pas très loin. J'étais à Bourges pendant pas mal d'années. On avait un truc qui était assez chouette, c'est-à-dire que les écoles venaient nous rendre visite. Et donc on échangeait avec les plus jeunes, c'était soit des écoliers, collégiens. Et il y a quelque chose qui passe. Il y a vraiment il y a un regard particulier sur le sportif de haut niveau, sur la sportive du coup de haut niveau. Et je me suis dit que c'était une opportunité dont il fallait que je me saisisse. Et puis ensuite, les Jeux sont arrivés. Et l'expérience de Londres était extraordinaire. Surtout, il y avait un engouement de la population. Ils avaient aussi un programme d'éducation qui était assez fort. Et en fait, une fois que j'ai terminé ma carrière, quand Paris s'est porté candidat, je me suis juste dit, j'ai envie
que ce que j'ai pu apercevoir à Londres, j'ai envie que nous, on puisse le vivre à Paris et en France. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure avec Paris 2024. Entre-temps, j'ai croisé la route également de David avec Play International, parce que voilà, l'éducation par le sport, c'est aussi aller voir, aller encourager, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, on a été au Kosovo, par exemple, avec David, et c'est assez incroyable de voir comment, grâce à la pratique sportive, des communautés qui ne s'adressent pas à la parole et qui, plus que ne pas s'adresser la parole, se font la guerre, grâce à l'accompagnement d'éducateurs sur un terrain, et en fait, les enfants de ceux qui se font la guerre se parlent, plus que se parlent, jouent ensemble, plus que jouent ensemble, construisent ensemble. Et donc, grâce à ce genre d'expérience, parce que les Jeux de Londres, parce qu'une envie aussi de redonner ce que j'avais pu capter, je me suis engagée donc, avec Paris 2024 pour construire le programme d'éducation aux Jeux. Et ce qui est intéressant, et ce que je trouve marrant, je vais dire, dans ce sujet d'innovation sociale, c'est que il y a plein d'exemples, il y a plein de projets qui se font, qui n'attendent qu'à être montrés, qu'à être portés au nu, qu'à être répliqués, déployés. Et Paris 2024 permet ça. David l'a dit à travers le fonds de dotation notamment, c'est comment est-ce qu'on va chercher les projets, les institutions, les clubs, les associations qui font de super projets, vraiment des trucs canons. J'ai dans la tête l'exemple d'un projet qui s'appelle les Dragon Ladies, qui sont des femmes qui ont été victimes qui ont subi des cancers, qui sont en reconstruction, qui sont soit en train de se soigner, soit qui en sont juste sorties et qui vont se mettre ensemble sur des bateaux. Et juste le fait de se retrouver dans un même lieu, pratiquer ensemble, échanger ensemble, ça permet de se reconstruire. Et en fait, ça, c'est un projet. Il y en a des centaines, il y en a des milliers, et il y a déjà ça. C'est comment est-ce qu'on montre tout ce qui peut se faire. Voilà, je parle beaucoup. Mais moi, c'est vraiment... on a des projets qui sont extraordinaires. Ce dont on a besoin, c'est, comme le disait David, toutes les capacités, tout ce que le sport peut amener est sous-estimé. Parce qu'on est aussi dans une société qui, et c'est très bien, qui culturellement, qui porte la culture, les arts, on n'est pas, les lumières, ce n'est pas pour rien. Et donc c'est très bien, mais qui du coup a mis de côté la pratique sportive. Et je l'ai vécu à un moment donné. J'ai été dans un amphi comme ça, et on m'a dit, ouais, enfin, à un moment entre un diplôme de maths ou être professionnel en basket, il va falloir choisir. Mais j'ai dit non, en fait. J'ai le droit de faire les deux. J'ai le droit de mettre au même niveau des études et de la pratique sportive, quand bien même elle serait intensive. Je peux faire des études intensives et de la pratique sportive intensive. Et on a vraiment ce penchant à dénigrer un petit peu le sport et la pratique sportive et ne pas suffisamment se rendre compte de tout ce que ça peut apporter. Alors on va le développer après. Mais pour moi, ce à quoi je m'attache vraiment, c'est il se passe déjà des choses extraordinaires. Montrons-les, aidons, faisons en sorte de modéliser aussi tout ça, de voir comment est-ce que ça peut se mettre en place pour qu'on puisse réellement servir de cet outil sport, parce que moi j'appelle ça un outil sport. Et comme disait David, je ne parle pas du sport de haut niveau, là on est vraiment sur la pratique pour toutes et tous, mais comment est-ce qu'on peut l'exploiter au maximum, l'essorer pour que ça nous bénéficie à toutes et à tous.
Merci beaucoup, Émilie. Je crois que ça me permet de rebondir et de m'adresser à Laetitia, parce que tu as aussi une expérience, je pense, qui n'est pas parallèle, mais disons qui est comparable à celle qui vient d'être évoquée. Alors, peut-être en différence, c'est que moi, c'est pas le sport qui m'a... Enfin, disons que ma carrière professionnelle ou la carrière que j'ai faite était en parallèle du sport. C'est-à-dire que le sport m'a donné l'énergie, la confiance, l'équilibre personnel pendant que je faisais mes études de sciences politiques, pendant que je faisais mes études de journalisme, que je me bagarrais pour avoir mes premiers CDD pour rentrer à la radio, que je démarrais les matinales, etc., etc. C'est la force, le centre de gravité qu'on avait avec le cheval, l'équilibre et l'envol au-dessus des obstacles qui donnait finalement l'énergie et oui, cette confiance et voilà, en tout ça. Moi, je dirais, alors en termes de témoignage, on va parler. Je voudrais vous donner un exemple ancien autour du cheval et un exemple plus récent, parce que clairement, on est sur le côté vivre ensemble, inclusion sociale, tous ces mots qui ont été très à la mode, qui changent régulièrement, mais qui veulent un petit peu dire la même chose. Qu'est-ce que ça apporte, en particulier à quelqu'un qui ne voit pas, donc qui potentiellement est isolé ou différent, ou pour qui la communication avec les autres va être plus complexe? Eh bien, le sport, une passion pour un sport, d'ailleurs une discipline, va faire que ça va donner un terrain commun d'approche. Et moi, comment ça se passe? Mes parents sont enseignants d'éducation physique et sportive. Donc, pour eux, l'éducation motrice, elle est normale, elle est importante. Et il y a cette approche qui est de... On ne se dit pas au niveau du handicap visuel, du fait d'être aveugle, bon, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. On a une approche ouverte de dire comment ce serait possible pour que tu saisisses ça, ou si tu as envie d'eux, ou que tu explores ça. J'ai eu une initiation poney quand je suis petite. Ah, j'aime bien le poney, c'est très sympa, j'aime bien le mouvement, et puis le contact avec l'animal, il y a quelque chose de très émouvant. Bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, cette notion de... Si on cherche un endroit adapté, ça n'existe pas. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, on va au club à côté de chez soi. Et la chance que j'ai dans ce club-là, c'est que je croise une monitrice qui est jeune diplômée et qui est passionnée par sa discipline et par le saut d'obstacle. Et qui me voit, elle se dit, moi, alors en fait, c'est ça, c'est très important, c'est que chacun fait un bout de chemin. C'est-à-dire, moi, je dis, ouais, je comprends, comme j'y vois pas, je peux pas tout de suite aller dans un groupe. Ok, je veux bien prendre des cours particuliers. Oui, ok, au début, tu me prends en longe pour que je comprenne le mouvement du cheval et que je prenne mon équilibre dessus. Et elle est tellement passionnée, elle dit, je vais t'apprendre à faire du saut d'obstacle. Et moi, je suis jeune et je me dis pas, c'est dangereux, je me dis, la coach, elle a dit qu'on allait apprendre à faire du saut. Et moi, je suis juste une petite fille qui aime le poney et qui a envie d'apprendre. Donc, si la coach, elle dit on va apprendre ça, je fais ouais, trop bien. Donc, elle adapte sa pédagogie. Elle a aucune formation particulière. Elle se dit ok, on va travailler sur les sensations. Baisse tes talons. Elle peut faire des tours la piste, elle est similaire, donc à la longue, je connais les foulées, etc. Baisse tes talons, ressens le mouvement, accompagne. Enfin, elle peut faire plein d'exercices qu'on peut appeler des gammes pour ceux qui font l'athlétisme, enfin de la proprioception. J'en ai fait des lignes avec les bras dans le dos, les bras en l'air, parce que comme ça, le corps, il imprègne le mouvement. Et la première fois qu'elle me met une barre, elle me dit, mais t'as adoré. Moi, je m'en rappelle plus. Mais elle me dit, t'avais un sourire et t'as dit, je veux refaire. Et donc, moi, j'accroche. Et c'est là que ça commence. Et elle me dit, ce qui serait sympa quand même, parce que tu sais, à cheval, on fait des parcours d'obstacles. Ah bon? Moi, forcément, je sais pas, je me rends pas compte. Elle me dit, est-ce qu'on peut faire, parce qu'elle a vu ça quelque part, je vais demander à une fille du club qui a à peu près ton âge et qui a un bon niveau de prendre un cheval, de se mettre devant toi à cheval et de faire son parcours et de parler. La fille en question, elle s'appelle Mag. On s'entend très bien. Donc Mag, elle prend son poney qui s'appelle Bijou, le mien il s'appelle Velours. Et donc elle part et donc elle va me dire je pars au galop, je tourne à gauche, je suis en face de l'obstacle, 1, 2, 3, je saute, je tourne à droite. Et donc moi je suis et là et tout commence comme ça, tout s'enclenche comme ça. Et c'est le début d'une grande passion, mais c'est aussi des terrains communs. Donc c'est des fêtes de club, c'est des invitations en week-end, en vacances, c'est des soirées d'anniversaire, c'est tout ça. Et c'est une vie de lycéen qui fonctionne et qui avance.
Et juste, je repense à Muriel, parce que c'est la monitrice, parce que c'est très important. On dit souvent pour les personnes handicapées, il faut oser, etc. Mais c'est en face. Si en face, on nous ouvre, on nous tend la main. Muriel, maintenant, c'est une de mes très bonnes amies. Elle me dit, mais je sortais beaucoup à l'époque, j'avais 22 ans, je faisais la fête. Elle me dit, mais quand je t'avais le matin, je sortais pas, parce que j'étais concentrée. Donc ça veut dire qu'elle a donné. Elle a beaucoup donné. Et juste un exemple récent, et après c'est bon. La course à pied, plus récemment, je me dis, tiens, il y a des clubs d'athlètes qui s'entraînent à côté de chez moi. Eh ben, je vais frapper à la porte de chez eux, je vais leur demander, est-ce que je peux venir courir, parce que j'ai envie de progresser, j'aime bien courir, mais je suis vraiment une bille, donc je voudrais progresser. Et là, coup de chance, le coach... de l'intérêt d'avoir eu les Jeux paralympiques médiatisés, tout le monde a vu le sprint, tout le monde. Et le coach dit, ouais, viens si tu veux, moi je t'aiderai. Et puis, en fait, le club, il y a 30 adultes valides, voyants. Et au lieu de bloquer quelqu'un en disant, bon, c'est toi qui la guidera toute la saison, en fait, on tourne. C'est-à-dire que chaque semaine, ceux qui sont volontaires, ils sacrifient leur séance, parce que moi, je suis quand même pas très forte, donc eux, ils s'ennuient. Enfin bon, voilà, mais ils me donnent leur séance pour me guider sur la piste. Et ça marche très bien, ça se fait en fluidité, parce que justement, c'est pas trop lourd, c'est moins contraignant. D'abord, ils sont OK, et ils sont bien une dizaine, une quinzaine à le faire, donc ça tourne. J'ai bien conscience d'être un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est pas possible pour tout le monde pareil. Et donc au début, je me disais, c'est injuste, ou je veux pas être dans le monde des bisounours, mais en fait, j'ai aussi compris que maintenant, j'ai plutôt le rôle de la fille qui construit des ponts ou qui ouvre des portes. Merci beaucoup. Moi, je trouve ce témoignage extraordinairement fort. Je vais peut-être redonner la parole à David, et là, pour rentrer aussi sur, je dirais, des dispositifs concret avant qu'on revienne justement aux expériences. D'accord, mais il y a aussi des choses peut-être sensibles qu'on peut développer à partir de ces expériences, me semble-t-il. Oui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sport est tellement malléable, tellement attractif, c'est, comme l'a dit Emeline, un outil assez incroyable pour atteindre plein d'objectifs différents. Maintenant, moi, ce qui me marque sur une vision un peu macro en France, c'est le cloisonnement qui existe dans toutes les pratiques sportives, et ce manque de culture commune sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a le sport à l'EPS d'un côté, le sport dans les clubs de l'autre, les acteurs qui développent, comme je l'ai dit, ce type de méthodologie de sport augmenté qu'on appelle parfois de sociosport, etc. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire communiquer tous ces dispositifs et de faire en sorte que tout le monde s'assied autour de la table et coopère. Parce qu'on a une sorte de bordel organisé entre l'EPS qui est géré par le ministère de l'Éducation nationale, le mouvement sportif qui dépend du ministère des Sports, des dispositifs de formation qui sont complètement éclatés. Donc, d'un point de vue purement politique et global, il y a la nécessité de rassembler, réunir. Et je trouve qu'on parle de Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, Emeline en parlera peut-être de cette logique d'héritage, mais on doit faire un pas dans ce sens. Et justement, sur le fonds de dotation de Paris 2024, il y a cette logique de consortium. Vous avez des financements à partir du moment où vous coopérez avec un acteur du mouvement sportif, etc. Et pour reprendre un témoignage d'une fédération qui n'est pas celle du badminton, mais du cyclisme, qui voulait un peu faire son projet dans son coin, un projet de recyclage de vélos et de distribution de vélos avec des acteurs de l'économie sociale. Bon, au début, ils prenaient ça comme une contrainte. 2 ans après, ils se rendent compte qu'en fait, ça leur a ouvert le champ de l'économie sociale et solidaire, ça leur a ouvert des portes de nouvelles perspectives. Et pour moi, le gros sujet aujourd'hui, c'est cette interculturalité, cette interdisciplinarité qu'il faut organiser, qu'il faut promouvoir. À l'échelle locale, entre le scolaire, le périscolaire, à l'échelle nationale, il faut arriver à avoir une vision commune qui manque un peu aujourd'hui, quoi. Mais ce qui est intéressant, et pour rebondir sur ce qu'a dit Emeline tout à l'heure, c'est qu'on sent quand même par le bas un vrai frémissement d'initiative qui est assez enthousiasmant à suivre, à accompagner. Donc il se passe plein de choses sur le terrain. J'ai plein d'exemples que je peux vous citer également, mais il y a un vrai enjeu politique à rassembler. Justement, Emeline, alors si on rentre un peu, pour rebondir sur ce que vient de dire David, là, tu travailles avec Paris 2024, tu as parlé donc de ces diversités d'initiatives qui sont en train d'être réalisées.
Peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, parce qu'on n'est pas en fait très au fait de ça, et je pense qu'on a envie de savoir un peu concrètement comment ça se passe, quoi, ça s'opérationnalise. Très bien, les jeux se passent très bien. Et ils auront lieu en 2024. Je pensais plus au côté éducation. Je sais bien. Je vais reprendre dans un premier temps ce que disait David concernant le fonds de dotation et le fait de se mettre en consortium pour pouvoir répondre aux appels à projets. Alors, c'est, je pense, la base de tout projet justement sportif à caractère d'innovation sociale, parce que un coach tout seul, un prof de PS tout seul, un éducateur tout seul, en fait, il va peut-être lire beaucoup, il va peut-être aller chercher 2-3 trucs, mais il n'y arrivera pas. Et on a toujours besoin de l'autre pour progresser. Quand on entend ce témoignage de OK, on va se mettre à 15 pour guider. C'est sans l'autre, on n'y arrive pas. Et cette idée-là de se dire, on a tous les acteurs qui sont là sur le terrain. On a l'association, on a la collectivité, on a le financeur privé, on a les personnes, les bénévoles qui sont là, qui ont envie, on a les parents, on a les enfants. En fait, on va mettre tout le monde autour de la table. Ils font des choses les uns à côté des autres qui sont complémentaires si on faisait ces choses-là ensemble. Ça n'a rien de révolutionnaire. En revanche, les jeux ont permis de forcer un peu les choses. Parce que les Jeux olympiques et paralympiques sont arrivés sur le territoire, tout d'un coup, il y a eu un petit intérêt supplémentaire pour la pratique sportive. On part de loin, mais là, depuis les Jeux de Tokyo passés, et puis là, depuis un an, ça monte, ça gronde, ça se chauffe, ça s'échauffe, et ça fait du bien. Et on est presque, enfin, c'est pas presque, on est sous l'eau, mais sauf que c'est génial, parce que ça veut dire que les gens ne demandent qu'à faire ensemble. Et il y a vraiment ces témoignages-là de ouais, en fait, je faisais tout seul dans mon coin, et du coup, j'ai été frappée à la porte à côté, et je fais 2 fois plus ou 3 fois plus. Ça n'a rien de compliqué, on n'a rien inventé, mais rien que l'existence des jeux permet ça. Alors justement, comment le Paris 2024, puis dans ton rôle, concrètement, vous encouragez ça, vous mettez les gens en relation, je ne sais pas comment ça se passe, il y a des financements, des appels à projets. Ouais, on va bientôt arriver d'ailleurs à la fin des appels à projets, puisque les jeux sont dans moins d'1 an maintenant. Et tout l'enjeu sera de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ce qu'on a construit conjointement continue à exister. Comment on fait? Effectivement, il y a un petit peu d'argent à la clé. Le fonds de dotation, c'est des appels à projets qui ont comme qui utilisent le sport comme outil d'impact social, sociétal, en termes de mixité, en termes d'éducation, en termes d'insertion, en termes d'emploi. C'est vraiment comment est-ce qu'on utilise le sport. Il y a plusieurs niveaux, un niveau très local, un niveau régional, un niveau national. Et en fait, suivant à quel niveau on va opérer, il y aura une enveloppe particulière qui sera déboursée. Ça veut donc dire qu'il y a eu des projets qui étaient sur le petit quartier. Les Dragon Ladies, typiquement, c'est vraiment quelque chose de très, très local. Et à côté de ça, il y a des fédérations qui se lancent sur des projets nationaux. Et en fait, c'est vraiment l'obligation de se dire, vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Si vous voulez que ça dure, si vous voulez réellement être efficace, vous allez devoir vous y mettre à plusieurs. Et si vous ne nous montrez pas que vous faites ce travail-là à plusieurs, que vous avez construit ce dossier à plusieurs, on ne pourra pas vous accompagner. Je peux te poser une question justement sur... parce que
c'est très intéressant. À chaque Olympiade, il y a ce versant-là. Désormais, il y a l'Olympiade culturelle, il y a l'accompagnement par l'éducation. Donc c'est vraiment quelque chose que le CIO a développé considérablement depuis, on va dire, la fin des années 80. Est-ce que comment alors je comprends comment vous arrivez à évaluer l'acceptabilité des projets, le fait de financer. Il y a un suivi après, il y a une évaluation. Comment ça se passe concrètement Là, c'est David qui pourrait encore mieux en parler puisqu'il nous accompagne justement sur le suivi. Okay. Oui, c'est vraiment ça. C'est se dire qu'on ne lâche pas les porteurs de projets dans la nature parce qu'on a envie que les projets soient stables, grandissent, grossissent, puissent être répliqués. Il y a un accompagnement qui est mis en place. Je te fais une passe décisive, David. Ouais, sur l'héritage... Il n'est pas systématique, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie et des moyens. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas répondre sur l'impact puisque le dispositif qui va évaluer cet impact a une mission qui court jusqu'en 2029. Le changement social, c'est le temps long, donc il faut laisser ce temps long faire son œuvre. Ce que je voudrais quand même citer, parce qu'on parle beaucoup de Paris 2024, mais presque aussi important que Paris 2024, c'est la dynamique qui est engagée derrière. Je vais juste citer deux secteurs. Il y a le secteur de l'aide publique au développement, avec l'Agence française de développement qui investit quand même assez massivement dans les politiques publiques, dans le domaine du sport. Ça, c'est un changement majeur, avec des investissements qui sont très significatifs. Deuxième sujet, c'est celui des mécènes. Il y a beaucoup d'entreprises ou de fondations qui se disent, tiens, le sport, j'y avais pas pensé. Et là, on pourra travailler avec la Fondation France qui a complètement repensé son modèle sur le sport, qui a créé un club sport qui réunit une vingtaine de mécènes pour se réunir et travailler là-dessus. Donc ça a été rendu possible par l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Merci beaucoup. Je vais revenir vers Laetitia, parce que Laetitia, toi, tu as une position un peu différente, puisque tu es journaliste, tu traites évidemment de ces questions-là, entre autres, mais aussi. Et justement, après cette longue trajectoire, on va dire, sportive, et puis ce métier en parallèle qui est celui de journaliste, comment toi, en tant que journaliste, tu analyses cette question-là? Parce que j'imagine qu'il fait partie de tes questionnements presque quotidiens. Alors, moi, je prendrais un exemple, toujours sur le champ du handicap, mais un thème qu'on n'a pas encore trop abordé autour de l'aspect professionnel. David en a un tout petit peu parlé là, avec les entreprises qui s'impliquent grâce aux jeux aussi, ou pour les jeux ou par les jeux. Si on prend le cas des sportifs handi, combien n'avaient pas... Enfin, du moins, qu'est-ce que c'est compliqué de trouver un emploi quand on a un handicap? Ça, c'est quelque chose, c'est un problème connu. En fait... Il y a deux aspects au niveau... Il y a à la fois, d'abord, il y a des débouchés professionnels maintenant qui existent pour les sportifs de haut niveau. Et finalement, le fait d'intégrer un sportif avec un handicap dans une entreprise va ouvrir des portes, va apprendre à vivre avec quelqu'un qui a un handicap. Et comme il a... Alors, c'est un bien et un mal à la fois, mais comme il a cette casquette de super-héros, parce qu'il fait les Jeux paralympiques, et donc c'est hyper valorisé, les compensations liées à son handicap ou les adaptations passent plus facilement. Et ça peut ouvrir la porte pour les copains de derrière. Ça, c'est quand même c'est flagrant, ça se développe vraiment depuis plusieurs années. Et puis, au-delà des embauches directes, il y a des politiques RH qui vont s'appuyer sur le sport paralympique. Et rien que ça, en fait, ça va aussi permettre de faire bouger les lignes, bouger les mentalités. C'est quand vous faites venir un athlète fauteuil qui va vous parler de sa discipline dans une entreprise, de l'esprit d'équipe, du côté comment on a besoin de l'aide des autres pour finalement, et ça moi aussi je peux en parler parce que comment de se retrouver à deux copines du même club en région toulousaine à sauter des petits obstacles, on se retrouve championne de France, aussi bien pour moi que pour la copine qui guide, c'est un peu dingue, on n'aurait pas pensé. Ou comment on se retrouve invité à des concours internationaux à Genève, qu'on passe juste avant les cavaliers internationaux de les champions olympiques, et que les gars ils viennent nous serrer la main derrière. Donc, pour la personne qui me guide,
elle aussi, elle retrouve quelque chose. Et surtout, ce que je veux dire, c'est pas tellement pour nous-mêmes, mais c'est qu'aussi, ça veut dire qu'on arrive à des résultats auxquels on n'aurait même pas pensé. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui dans les entreprises, la cohésion, l'intelligence émotionnelle, avancer ensemble, se faire confiance, se donner, s'investir, etc. Donc tout ce champ est hyper important. Et il y a aussi, ils font beaucoup de plus en plus maintenant des initiations à tel ou tel sport. Et par exemple, on va faire tester des salariés d'une entreprise, on va leur dire, tenez, on va vous faire jouer au tennis fauteuil. Alors, soit vous avez on peut faire le côté dramatique, genre, on imagine qu'on est en fauteuil. Et là, tout le monde, oh non, au secours. Non, c'est juste, on va s'asseoir pour jouer. Et là, ça passe un peu mieux. C'est juste comment on utilise ses bras, le poids du corps, et c'est tout. On n'est pas en train de dire, mettez-vous à la... Enfin, il y a ce côté, du coup, qui va banaliser progressivement le handicap dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire partie du paysage, du décor, quoi. Enfin, ça existe. Oui, alors justement, si on... Moi, il se trouve que j'ai fait un petit peu de travail d'historien, hein. Je n'ai pas évidemment la même expérience, mais c'est très intéressant aussi de voir comment le sport handicap a évolué au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, c'est des associations, moi je ne vais pas refaire le cours, c'est pas intéressant, mais disons que ça émerge vraiment après la Première Guerre mondiale, parce que on a beaucoup de handicapés, notamment qui sont liés aux blessures de guerre, hein, on a notamment beaucoup de blessés médulaires. Et en fait, ces associations qui se créent à ce moment-là sont le fait d'associations caritatives, souvent confessionnelles, et qui vont chercher à aider en fait les personnes handicapées à trouver un certain confort, à avoir des aides matérielles, parfois rechercher un emploi. Il y a même cette démarche-là qui existe très tôt. Mais ce qu'on voit en fait au cours de l'histoire, c'est que ce mouvement du handisport, il va être repris en main progressivement par les handicapés eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant de voir que les porteurs de handicap deviennent finalement acteurs de l'organisation des structures en fait qui leur permet aussi d'être aidés. Il y a une forme d'autonomisation que je trouve très intéressante parce que ça témoigne là aussi ce qu'on appelle en histoire le pouvoir d'agir, quoi, l'agency, hein, le fait que les porteurs de handicap deviennent acteurs du propre destin sportif en quelque sorte, ou destin tout court, là où ils étaient avant chaperonnés par d'autres. Et je ne sais pas, là je vais peut-être poser la question à David, mais est-ce que on constate ça, enfin je connais un peu la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'on constate ce mouvement justement d'autonomisation justement de ces parties d'un mouvement sportif qui est un mouvement sportif qui ne concerne pas le haut niveau en règle générale, hein, mais qu'on pourrait appliquer, par exemple, on sait que là aussi, les associations de sportifs homosexuels se sont développées à partir de la fin des années 70. C'est un mouvement un petit peu général, qui est peut-être plus fort aux États-Unis d'ailleurs qu'en France. On a aussi, historiquement, on le sait très bien, des clubs sportifs ou des associations sportives qui sont fondées sur la nationalité. C'est pas du tout récent, c'est pas un effet, on pourrait dire, ah là c'est du communautarisme, mais pas du tout. C'est depuis que l'immigration intra-européenne existe, vous avez des clubs de football italiens dès les années 20, des clubs de football polonais, etc. Et ma question, en fait, c'est, on est là en pleine innovation sociale, on voit que ça s'affirme dans d'autres dimensions, donc on pourrait parler des minorités sexuelles, par exemple, hein, où ces innovations sociales existent. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que d'abord tu perçois, je dirais, que vous utilisez éventuellement, ou que vous encouragez, ou est-ce que c'est plutôt perçu justement comme un risque peut-être de fragmentation et qui irait contre, d'une certaine manière aussi, à ce que peut apporter le sport en termes de mélange? Je sais que c'est des débats qu'on a beaucoup en France sur d'autres sujets, comme ceux de l'immigration, mais qui se posent aussi justement de cette manière-là dans le champ sportif. C'est pas une question simple, mais je vais essayer d'avoir quelques éléments de réponse. La première chose qui me vient à l'idée, c'est que
le sport moderne a été conçu par des hommes pour des hommes et qu'il y a toute une histoire des populations qui ne sont pas des hommes blancs avec de l'argent d'accès à la pratique. Et on voit que c'est encore un sujet aujourd'hui, notamment pour les femmes. Quand on regarde l'occupation des espaces dans la cour de récréation, il y a des études qui montrent que, en moyenne, 80% de cet espace est occupé par le foot. Et que les personnes qui jouent au foot sont plutôt des garçons. Donc là-dessus, on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur tous les sujets. Récemment, j'ai échangé avec le président d'un syndicat des professeurs d'EPS qui me disait que la grande souffrance des profs d'EPS, c'était de ne pas arriver à suffisamment inclure des personnes en situation de handicap. Et qu'on sortait tout doucement d'une logique un peu de dispense, qui est un terme qu'on n'utilise plus, c'est-à-dire que voilà, le gamin en fauteuil, non, il va gâcher ma séance, quoi. À une situation où on essaye de leur donner un rôle, c'est-à-dire ils vont être arbitres, etc. Il faut aller encore plus loin, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas participer à une activité. Donc, pour arriver à là, on est encore assez loin. Et c'est vrai, comme pour beaucoup d'innovations sociales, c'est plutôt la société civile qui a cette capacité à expérimenter, créer, à inventer. Et effectivement, il y a un vrai sujet sur le lien social et sur la capacité de ces projets-là, soit inclure des personnes qui sont exclues. Je pense à un cas en Allemagne qui s'appelle le Bike Bridge, qui, lorsqu'il y a une vague d'immigration en 2015 suite à la guerre en Syrie, a vu beaucoup de populations syriennes qui, en plus de la population afghane, en fait, arriver en ville. Il y avait beaucoup d'activités qui étaient proposées dans les établissements de demandeurs d'asile, mais qui ne touchaient que les garçons et les hommes. Et donc, il a fallu aller chercher les femmes. Et c'est grâce à un programme de cyclisme qu'ils ont rendu la mobilité à ces femmes, qu'ils ont rendu la sociabilité à ces femmes, et qui ont permis justement à toute une population qui était cloîtrée à l'intérieur d'avoir une vie sociale, quoi. Il y a des exemples aussi de passerelles justement entre des communautés différentes. Émile en a parlé au Kosovo, il y en a aussi, c'est malheureusement tristement d'actualité, mais au Proche-Orient. Donc ça, oui, les exemples, on peut les égrener longtemps, mais encore une fois, ça revient aussi à comment le politique en fait va s'approprier ces questions-là. Sorti une logique qui a quand même tendance à promouvoir des dispositifs qui sont parfois un peu superficiels sans vraiment penser la problématique du sport dans son intégrité. Et je pense notamment à l'expérience qu'on a sur les équipements sportifs. Il y a eu pendant les années 80, 90 et encore un peu aujourd'hui cette politique de on va créer des terrains de sport dans les quartiers et puis au moins les loulous ils feront autre chose que tirer des scooters. Sauf que ça marche pas, ça a été évalué, ça marche pas s'il n'y a pas le logiciel qui est avec, s'il n'y a pas des éducateurs, s'il n'y a pas des clubs en fait qui viennent proposer des activités et qui viennent. Le sport, c'est pas une baguette magique, quoi. Donc, il suffit pas de créer des terrains à droite à gauche pour que ça fonctionne. Il faut de l'expertise, il faut des gens qui accueillent, qui soient bienveillants et qui accompagnent les pratiquants. Émile, tu veux peut-être rebondir là-dessus aussi, parce que c'est une question, je pense, importante au cœur du dispositif que tu... Je vais rebondir, je vais compléter. Effectivement, le sport, tout seul, on arrive à pas grand-chose. Et surtout, le sport commence par des règles. Et donc, en fait, pour donner ces règles, pour les faire respecter, il ne peut pas y avoir juste les joueurs sur le terrain. Il y a besoin de l'éducateur pour expliquer. Il y a besoin de personnes pour encadrer. Et donc, en ça, le sport tout seul n'aura pas de façon évidente des vertus positives, rien qu'en disant le mot sport. Il y a vraiment ce besoin d'expliquer, de vulgariser, de traduire, de montrer, de démontrer, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et ce qui est intéressant sur les terrains de proximité, c'est justement quand il y a des collectivités qui mettent en place, je pense notamment un exemple à Paris, sur les terrains de sport qui sont réservés aux filles. Mais ils ne sont pas juste réservés en mode 17, 18, il n'y a que les filles qui rentrent avec un agent de sécurité devant. Non, on a quelqu'un
qui est là, qui propose, qui accueille et qui va développer une pratique. Et ce terrain-là, il est ouvert à tout le monde, mais ce moment, il est pour les femmes. Ce moment-là, c'est pour leur permettre juste de s'approprier le terrain qui est en bas de chez elles, en fait. Et il y a besoin de ça, il y a besoin de cet accompagnement. Et une fois encore, si la mairie, elle ne se met pas avec les éducateurs, elle ne se met pas avec l'association, et elle ne va pas chercher les femmes, en fait, on n'arrive à rien. Donc, on a, une fois encore, besoin de mettre tout le monde autour de la table pour construire le projet et pour aller, pour faire en sorte qu'il fonctionne. Et parce qu'une baguette magique ne change pas tout, il y a besoin que ce soit fait une semaine, puis l'autre, puis le mois d'après, puis l'année d'après, et encore l'année d'après. Et c'est comme ça, c'est en habituant aussi les gens à ces opportunités-là, à faire en sorte qu'elles deviennent presque indispensables. C'est comme ça aussi qu'on peut réussir à forcer un petit peu les choses et à faire en sorte que les politiques enclenchent. Parce que localement, c'est génial quand ça se fait à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une petite ville, mais au-delà de ça, il faut que le ministère travaille bien avec le comité olympique, travaille bien avec l'agence du sport, travaille bien avec des partenaires privés pour vraiment se dire on a cet outil-là, on a des personnes qui sont prêtes à mettre en place, à travailler. Et si nous, on n'impulse pas, si nous, on ne continue pas à impulser les choses, en fait, ça ne pourra pas prendre l'ampleur, l'envergure que ça devrait prendre. Je vais peut-être repasser la parole à Laetitia. Laetitia, parce que là, on vient de voir avec ce que viennent de nous dire Emeline et David, voilà, qu'on est dans des opérations concrètes, tout simplement. On essaie de mettre en œuvre des dispositifs pour que l'innovation sociale puisse se réaliser, mixité, inclusion de populations qui n'ont pas accès ou peu accès à la pratique. Les femmes, tu viens d'en parler, mais ça peut être d'autres populations, j'imagine. Toi, qui est évidemment sensibilisé sur ces questions, Laetitia, dans ton rôle de journaliste, est-ce que c'est des choses que tu abordes? Est-ce que le journaliste que tu es, ou la journaliste que tu es plus exactement, a un rôle à jouer justement dans cette dynamique? Alors oui, c'est très intéressant ça, parce que effectivement, journalisme, en tous les cas au niveau sport, souvent, on va d'abord mettre en avant ce qu'on appelle l'actualité sportive, donc les résultats de la Ligue 1, éventuellement de certains championnats du monde, du handball, évidemment, du mondial de rugby, mais on est sur le haut niveau. Et c'est une, entre guillemets, tendance qui se développe, et tant mieux de plus en plus, c'est d'évoquer tous ces champs-là, le sport santé, le sport pour tous. Moi, j'aimais beaucoup quand je faisais une chronique qui s'appelait Esprit Sport il y a quelques années, ou même dans les journaux des sports d'actu, finir sur 20 secondes sur une initiative. On parlait des Dragon Ladies. Il y a aussi, par exemple, Cassiopeia, le sport pour vaincre. Je dis ça parce que c'est Octobre Rose. Et là, donc, ce sont des femmes concernées par le cancer du sein, et leurs amis, leurs conjoints. Enfin, il y a des hommes aussi. Mais par exemple, là, ce soir, elles vont faire le marathon rose. C'est-à-dire qu'elles vont... Elles sont cinglées. Elles vont faire 2 nuits. Non, c'est des amis. Mais... Donc, elles vont faire entre 19h et 7h du matin. En gros, elles vont faire le parcours du marathon à pied. Comme ça, avec les autorisations, etc. Mais pour montrer, en fait, insister sur le fait que la pratique sportive en extérieur est un élément fondamental de lutte contre la maladie. Donc, et ça, c'est vrai que c'est encore pas assez mis en avant ou mis en lumière à mon goût. Si je peux juste rebondir là-dessus, parce que la mise en lumière de ces initiatives, elle est fondamentale, et c'est quand même une aberration que le sport le plus utile pour notre société soit celui dont on parle le moins, quoi. Neymar se casse un ongle, oui. On en parle pendant 3 plombes. Dupont, voilà, c'est combien d'articles. Les dragonnettes, là, on n'en parle jamais, quoi. Alors, on commence un peu, on voit la même chose avec un peu la géopolitique du sport, on en parle un peu plus de ce côté. Il n'y a pas que le terrain, mais on a quand même besoin d'aller beaucoup plus loin, quoi. Et ce que je trouve intéressant dans ces exemples-là, dans ces projets-là, c'est que en fait, c'est pas du sport, c'est plus du sport. Le sport, il est l'outil.
Le sport, c'est un moment dans l'ensemble du projet. Mais en fait, on parle de reconstruction, on parle de santé, ça peut être de la santé mentale, on parle d'inclusion, on parle de retrouver des emplois. Et en fait, c'est là où on ne se saisit pas suffisamment du sujet, où il n'est pas suffisamment montré, porté, parce que quand on a cet exemple-là, oui, il y a de la marche. Mais en fait, c'est pas la marche n'est que le vecteur. Ce qui compte au bout, c'est que les nanas, elles arrivent à se reconstruire. Quand j'ai dans la tête les job dating, c'est un truc tout bête. Des demandeurs d'emploi qui sont avec des recruteurs. Les uns, les autres ne se présentent pas en début de séance. Ils se retrouvent sur un terrain. Donc c'est un projet qui est porté par des fédérations. Ils se retrouvent sur un terrain pour jouer au rugby, pour faire de l'athlétisme, pour faire du basket. Et les uns ne savent pas avec qui ou contre qui ils jouent. Je me suis retrouvée la semaine dernière, il y a 10 jours, à regarder faire un paquito. C'était du rugby. C'était juste extraordinaire. Les uns ne savaient pas qui étaient les autres. Et ensuite, il y a les entretiens d'embauche. Ensuite, on présente le CV et on dit voilà, moi je suis là pour ça, j'ai besoin de ça. Et en face, il y a le recruteur qui dit ok, t'as peut-être pas tous les diplômes, toutes les qualifications, sauf qu'en fait, j'étais avec toi dans l'équipe sur le terrain. Et puis tu t'adaptes en 2-2, tu captes hyper vite. Ouais, en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Et oui, il y a eu du sport au départ. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est enfin, si, c'est important quand même. Mais la finalité, c'est que cette nana, ce gars, il va avoir un job et il a quelqu'un qui a utilisé cet outil sport pour voir les capacités qu'il pouvait développer ensuite dans un travail, qui a vu au-delà de juste le CV, au-delà de potentiellement une appréhension sur un entretien d'embauche, qui a découvert une personne par la pratique sportive. C'est canon, ce truc. Et il y a plein d'initiatives. Le recruteur qui se prend un méchant plaquage, ça se passe comment là? Non, il n'y avait pas de plaquage, ça va. Non, vraiment, ça fait partie des initiatives qui, en plus, font du bien. Et ça fait aussi partie des choses qui sont... c'est peut-être notre société de façon générale qui a du mal avec les bonnes nouvelles, avec les projets positifs. Mais une fois de temps en temps, juste mettre en lumière des projets qui sont extrêmement positifs, montrer des personnes qui s'engagent pour leur propre bien-être et pour le bien-être des autres, ou pour le mieux-être des autres, enfin, c'est quand même pas la mer à boire de montrer ça et de le mettre en lumière. Alors, est-ce que je peux me faire extrêmement provocateur? Ouais. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Non, parce qu'il y a tout un pan de la sociologie des années 70 qui est la sociologie critique du sport, qui explique que le sport, voilà, le sport, en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte sur le fair play, les valeurs de l'olympisme, le respect de l'autre, en fait, c'est du darwinisme social. C'est le plus fort gagne. Et donc, c'est une implémentation, finalement, dans l'histoire, par, tu le disais, des hommes blancs issus du capitalisme britannique, ce qui est la réalité, d'ailleurs, historiquement. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qui avait pour fonction, en fait, d'encourager la concurrence interindividuelle dans ce qu'était la société britannique de la fin du 19e siècle, les élites britanniques, c'est-à-dire des élites impérialistes, capitalistes, et qui, effectivement, avaient un mépris souverain, aussi bien pour ce qu'on appelait alors les races inférieures que pour le monde ouvrier. Et le sport de haut niveau porte aussi, en tout cas, peut être vu aussi comme cette lutte, hein, où finalement, voilà, il y a quelque chose d'un peu darwiniste, tout simplement, qui est mis en spectacle. Et ce que vous nous racontez sur ces expériences, nous montre que on n'est pas dans ce schéma-là.
On est en fait dans une utilisation, comment dire, stratégique en quelque sorte d'une activité sportive parce qu'il y a une fascination pour le sport. C'est pas pour rien que quand Neymar se casse un ongle, on en parle pendant 3 semaines. C'est pas pour embêter les gens, parce que les gens veulent le savoir, parce qu'ils sont passionnés par Neymar, parce qu'ils sont passionnés par la Ligue 1, ils sont fascinés par Messi, par les idoles. C'est aussi je pense qu'il y a un désir aussi pour ça social. Mais justement, là, ce que vous nous montrez dans ces expériences, c'est que justement, il y a une transformation de cette logique-là, et que peut-être avec ce que tu disais aussi, David, sur la capacité, parce que le sport, c'est un terme très plastique, tu l'as dit, hein, cette capacité qu'on peut avoir justement d'articuler des pratiques sportives où finalement la compétition, on s'en fout un peu, quoi, pour dire les choses clairement, mais où justement on introduit d'autres dimensions qui sont des dimensions réflexives, qui peuvent être des dimensions, j'ose pas dire spirituelles, mais en tout cas de retour sur soi, sur des capacités aussi où on a à se socialiser dans des rapports qui sont pas des rapports justement de conflictualité sportive, mais des rapports justement où on va apprécier l'autre en mettant son corps en mouvement, mais en s'éloignant de ce concept qui est celui du sport de compétition, tout simplement. Donc ça, il me semble, moi, ça me paraît très intéressant parce que ces expériences-là, historiquement, on peut les remonter très très loin. Hein. Si on remonte, par exemple, je ne vais pas faire mon professeur d'histoire, mais si on remonte à la révolution bolchevique, par exemple, les bolcheviques, évidemment, pour eux, le sport, c'est un truc... C'était le sport bourgeois, justement, les élites capitalistes qui s'affrontent entre elles, c'était décadent, ça se professionnalisait, donc on courait après l'argent, enfin, c'était l'horreur, quoi. C'était une métaphore, finalement, de ce que les bolcheviques combattaient. Et il y a eu des tas de tentatives comme ça, enfin, il y a eu des tentatives même très, très poussées, hein, de transformer les pratiques sportives, justement, pour qu'elles ne soient pas des pratiques où la victoire est un sens, où la compétition soit mise en avant, que ce soit des pratiques en fait communautaires, dialogiques en quelque sorte. Et c'est ce que fait le sport rouge, par exemple, dans les années 20, qui se développe après la Troisième Internationale dans toute l'Europe. Hein, c'est par exemple, j'ai parlé ce matin des Jeux de 36. En face des Jeux de 36, on a des Jeux qui sont organisés par le sport rouge, qui doit avoir lieu normalement en même temps que les Jeux nazis en 36 à Barcelone. Bon, ça se casse la figure parce qu'il y a la guerre d'Espagne et donc on ne peut pas le mettre en œuvre. Mais on voit qu'il y a des interrogations en fait, qui historiquement viennent de loin en quelque sorte. Hein. Et moi je trouve ce que vous nous dites nous donne à penser aussi à ça. C'est-à-dire comment on peut renouveler en fait une pratique sportive en l'acclimatant en quelque sorte à des projets justement qui sont des projets d'innovation sociale. Et moi je suis très très demandeur, très intéressé pour voir comment ça va se passer ces projets, quels vont être les résultats justement concrets. Je pense que là il y a une opportunité avec Paris 2024 qui est assez formidable en fait pour cette expérimentation. Voilà, en fait, j'ai fait ma petite provoque, mais vous voyez, c'était gentil. Hein. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça, alors, justement, si je me fais dans l'avocat du diable? Oula, David, t'as pris le micro très... Non, mais la critique de Brome qui est reprise, qui tourne un peu en boucle, elle est légitime sur 3% de la réalité sportive. Ouais. Donc, construire toute une critique des pratiques sportives juste là-dessus, c'est ignorer une pandémie dont on ne parle pas, qui est celle de la sédentarité et de l'inactivité physique. On a besoin de bouger, on a besoin du sport, parce que la sédentarité et l'inactivité physique est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Elle coûte très très cher à la société. Elle ignore les sciences cognitives qui montrent qu'on a besoin de bouger pour mieux apprendre. Elle ignore tout le sport dont on vient de parler, qui est une réalité majeure. Oui, ces dérives existent, elles ont été exacerbées avec la rencontre de l'économie de marché et du sport dans les années 70 et encore plus dans les années 80. Ça a exacerbé les phénomènes de dopage, ce genre de choses, mais c'est prendre le sport que par un petit bout de la lorgnette, quoi. C'est à peu près ce que j'allais dire sans les
les petites assertions historiques. Parce que j'essaie de m'intégrer. mais je vois ça, tu le fais hyper bien. Oui, ce n'est qu'une petite partie. Et en plus, je vais pouvoir ajouter que ça n'est pas, ça ne concerne pas l'ensemble du sport de haut niveau. Ce sont vraiment des cas particuliers. C'est-à-dire que mon but, quand j'étais basketteuse, c'était pas d'écraser l'adversaire, à moins que vraiment je puisse pas les blairer. Mais pour d'autres raisons que des raisons sportives. Mais non, plus sérieusement, le but c'était pas d'écraser l'adversaire. Le but c'était de gagner. Et c'est pas pareil. C'est pas la même chose de vouloir écraser, enfoncer l'adversaire, ou de vouloir gagner, progresser, mettre en place sur le terrain ce qu'on a travaillé le matin, ce qu'on s'est dit dans le vestiaire avec les filles. Ce sont deux choses différentes. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et puis ensuite, il y a aussi, quand David parlait du dopage, il y a aussi jusqu'où est-ce qu'on va pour être le premier. Et ça, c'est pareil. Il y a malheureusement des personnes, des institutions qui ont fourvoyé, qui ont déplacé, qui pour le coup se sont servis du sport à des fins non sportives, qui sont servis du sport pour leur propre domination. Mais c'était pas une question de pratique sportive, c'était pas une question de rencontre avec l'autre, c'était pas une question de... C'était pas être... ça fait partie des choses que moi j'ai vraiment du mal à comprendre de toute manière, le dopage. Mais c'est quelque chose qui dépasse le sport, qui dépasse la pratique sportive. Et ce sont des... Enfin, il y a ça. Il n'y a même pas 3%, il n'y a même pas 2%. Et moi, j'ai envie de revenir juste aux fondamentaux, à la base. En fait, faire du sport, c'est jouer. La base, c'est ça. Et ça fait partie des choses, quand je me retrouve face à des élèves, face à des enfants, face à des jeunes, en fait, je leur dis d'abord, moi, ce que j'ai aimé, c'est jouer au basket. Et de la même façon, je ne joue plus au basket maintenant, je joue au touch rugby, par exemple, et je joue. En fait, ce qui me plaît, c'est de partager une activité physique, c'est de faire un jeu avec l'autre. C'est de progresser avec l'autre sur le terrain, c'est de le titiller un petit peu quand on a envie de se chambrer un petit peu. C'est de créer quelque chose en commun. Et il y a aussi cette notion de... Si on n'a pas un adversaire en face, si on n'a pas de répondant en face, on ne peut pas soi-même prendre du plaisir. On ne peut pas soi-même s'amuser ou progresser. Et donc, il y a déjà cet élément-là. Le sport, c'est d'abord ça. C'est d'abord jouer. Laetitia, je vais peut-être rebondir là-dessus. Oui. Disons que, pour moi, clairement, le sport ou l'activité physique, en tout cas une activité physique, c'est un facteur d'épanouissement, de bien-être, mais évident, aussi bien mental, ne serait-ce que pour le mental, mais et évidemment physique. D'ailleurs, c'est prouvé maintenant en termes de santé. Mais David parlait des questions de sédentarité en plus. Effectivement, nos grands-parents, ils allaient à l'école à pied. Souvent, l'école, elle n'était pas à 200 mètres. Donc, ils bougeaient leur corps tous les jours. Nous, c'est différent dans nos modes de vie aujourd'hui, pour beaucoup de gens. Mais les bienfaits que vont apporter en choisissant soit un sport co, soit même un sport individuel, parce que c'est des sensations qui vont nous plaire, c'est quelque chose que chacun doit, j'espère, pouvoir éprouver. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit de l'intérieur. Mais là, c'est quelque chose de très personnel, c'est vrai. Et puis, des dérives, en fait, quels que soient les modèles de pensée, elles existeront toujours parce que, on a pu critiquer le sport de haut niveau. Il y a des dérives et il y a des critiques, effectivement, qui sont tout à fait... qu'on comprend parfaitement. Mais même le sport en activité physique, on peut, amateur ou perso, mais ça peut aussi donner de l'addiction. Je pense à, par exemple, il y a des acharnés qui vont faire 7 marathons en 7 jours.
pourquoi faire? Je sais pas. Mais et eux, s'ils sont heureux comme ça, bon, après tout, pourquoi pas? Mais en tous les cas, le sport, clairement, la pratique physique, l'expérience physique régulière de sport. Moi, je vois quand je fais une sortie vélo, j'ai 8 idées de sujets dans ma tête. Je sais exactement comment je vais gérer l'interview, le montage. Enfin, c'est incroyable. Je me suis toujours demandé comment tout à l'heure, David disait, le sport, c'est pas une baguette magique, mais pour moi, ça a des pouvoirs magiques, par contre. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, on va faire un petit temps de questions du public. On a un quart d'heure pour ça. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la chance d'avoir un panel. Oui, il y a madame. Oui. C'est pas vraiment des questions, c'est 2 remarques. Il me semble qu'il y a un système qui répond aux enjeux de socialisation, accès aux droits et accès de tous au sport et à la diversité. C'est le sport à l'école, à l'éducation nationale. Moi, il se trouve qu'en 1992, je faisais du tandem avec mes élèves aveugles. 1992. À l'heure actuelle, je ne peux plus. Parce qu'on nous a tellement coupé nos crédits qu'on n'a plus les moyens d'entretenir les tandems. Voilà. Autre question, c'est effectivement l'accès de tous. Il y a une institution qui existe encore au sein du système éducatif, c'est l'UNSS. Alors je dis qu'il existe encore parce que ces crédits n'ont pas été augmentés depuis 2017. Et on se retrouve chaque année à la rentrée avec des difficultés administratives supplémentaires. Là, par exemple, on a des gamins de banlieue qui subissent la fracture numérique puisqu'il faut que les pièces d'identité des parents soient numérisées par les parents pour accéder à la licence. Bon, donc, alors que l'UNSS, elle existe dans tous les établissements scolaires et que c'était un vrai champ d'expérimentation sociale. Et par ailleurs, j'aurais une deuxième remarque sur la formation des éducateurs. Moi, je suis de Metz, je suis bénévole dans le monde du football. Chaque année, la Ligue Grand Est de foot forme à peu près 20 diplômés dans la région Grand Est au niveau BEF. Quand il y en a un qui trouve un travail, on est heureux. Et tous les autres font des petits boulots et cumulent 20 heures d'entraînement dans les clubs à côté d'un boulot à temps plein pour vivre. Parce que les clubs, les fédérations n'embauchent pas. Donc là, il y a un vrai défi. Parce que des gens formés à l'éducation sportive, il y en a. Les STAPS aussi. Les universités de sport sont remplies de jeunes qui ont envie de faire ça. Et qui ont l'expérience, effectivement, sportive à différents niveaux. Mais quel débouché on a? Parce que, finalement, moi, j'ai quelque part l'impression que c'est un miroir aux alouettes. On leur dit, oui, allez-y, formez-vous. Il y a un contrat d'apprentissage pendant 1 an avec une fédération, avec un club support. Et puis, au bout de l'année, il n'y a plus rien. Donc, en Moselle, je suis en Moselle. En Moselle, c'est clair, ils vont de l'autre côté de la frontière, ils vont au Luxembourg. Et ils font du sport au Luxembourg où ils sont payés. Ils sont reconnus. Donc, c'est une vraie tension, ça. On peut continuer à dire on développe le sport et là-dessus, on est tous d'accord sur le constat, on est tous d'accord sur la nécessité, les impératifs, mais à un moment, il faut se confronter à la réalité économique. Merci beaucoup. Moi, je peux répondre sur les stats parce que j'ai travaillé, mais peut-être vous voulez rebondir là-dessus ou... C'est plus des remarques qu'une véritable question. Je sais pas, Emeline, si tu veux dire. Sur les AS, il y a effectivement un vrai potentiel pour faire plus. C'est pas qu'une question de moyens, parce que quand même le budget de l'État pour l'UNSS tous les ans, c'est 260 millions d'euros.
Et il y a un taux de pénétration qui est de 30%. C'est pas énorme non plus. Donc il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faut que l'UNSS sorte d'un modèle qui est très sport fédéral pour aller sur un modèle qui est beaucoup plus en lien avec le territoire, avec les associations que j'ai citées, avec les clubs. Ce rôle de passerelle, de mon point de vue, il doit être fait par l'UNSS. Et de mon point de vue aussi, il faut faire ce que fait l'UNSS avec l'UCEP, c'est-à-dire rendre la création d'associations obligatoire. Juste une remarque quand même, et encore dans ma tentative d'intégration auprès des historiens sur la dimension budgétaire, il y a quand même une période avec Maurice Herzog où c'était open bar en termes de budget et on avait des gymnases et des équipements qui étaient créés toutes les semaines. Aujourd'hui, on ne fait que se poudrer. Et donc le verrou budgétaire qu'a identifié Maurice Herzog et qui a réussi à le lever, il est revenu en fait. Et c'est pour ça que je parlais de logique politique. Indépendamment de l'UNSS, c'est tout un secteur qui a besoin d'investissement. L'EPS en élémentaire, il y a besoin de plus de formation, il y a besoin de plus de moyens. Enfin, on peut décliner sur tous les sujets, quoi. Mais là encore, c'est le fait de faire ensemble, à mon avis, qui peut nous faire rentrer dans un logiciel. Peut-être je peux juste dire un mot sur les STAPS, parce que les STAPS sont considérablement développés effectivement en France depuis une vingtaine d'années. Les STAPS, en fait, c'est compliqué. On ne peut pas l'aborder comme ça en disant les STAPS en général, parce qu'il y a des orientations qui sont très différentes. En fait, au départ, les STAPS sont issus des CREPS, hein, et ça visait à former les professeurs d'éducation physique et sportive uniquement. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, que les formations dans Master STAPS, elles se divisent avec des formations APA, qu'on appelle donc activité physique adaptée, et on forme des formateurs qui vont être versés dans ce secteur. Vous avez entraînement performance, où l'on a plus sur des disciplines comme la physio, la biomécanique, et qui donc la vise à former des entraîneurs, des personnels conseils avec des compétences dans les disciplines que je viens de citer, qui vont être engagées notamment par les clubs professionnels. Vous avez toute une partie qui est très importante, qui porte maintenant sur les orientations management, marketing, gestion du sport, qui sont très prisées par les étudiants. Voilà. Et à côté de ça, vous avez l'ancienne filière qui continue à exister, mais qui est plus du tout majoritaire, qui forme les enseignants en éducation physique et sportive qui vont passer le CAPEPS et éventuellement la GREC plus tard. Mais quand on fait l'analyse en fait de la professionnalisation des étudiants en STAPS, si je prends là au global, parce qu'il y a des différences entre les différentes orientations que je viens de donner, en fait, leur professionnalisation est très bonne par rapport à d'autres disciplines. Très bonne, justement parce que les masters STAPS ont une dimension très professionnalisante. Quand vous faites un master d'histoire, par exemple, pour prendre une discipline que je connais bien aussi, puisque j'en viens aussi, évidemment, c'est pas facile de négocier un master d'histoire. Ça peut se négocier. Il y a des entreprises qui embauchent des historiens, mais ça destine quand même plutôt, là, justement, à passer le CAPES, la GREC, et c'est pas évident d'obtenir ces concours-là. Les taux d'obtention sont encore très, très faibles. Donc le taux de professionnalisation dans la discipline est très très faible, incomparablement plus faible qu'en STAPS. Donc je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Je pense que justement c'est de ce point de vue-là, même si on peut, et quand même peut-être une tendance ces 3 dernières années à une baisse, on va dire, du niveau d'emploi du premier emploi, mais c'est très professionnalisant. Le taux d'employabilité est quand même très fort en STAPS. D'autres questions ? Ma question, c'est, je découvre en fait ce qui est fait dans le cadre de Paris 2024, et moi j'en étais resté en fait à l'image du président de la République qui tense les athlètes français au retour des JO de Tokyo parce qu'ils n'ont pas ramené assez de médailles, et j'ai l'impression effectivement que ce qu'on attend des athlètes français de 2024, c'est qu'à Paris ils ramènent plein de médailles. J'ai pas entendu en fait dans les lieux de pouvoir, c'est effectivement au niveau du pouvoir politique, évoquer l'idée que Paris 2024, c'est aussi la promotion du sport santé, du sport loisir, du sport plaisir, et que c'est vraiment un moment en fait de partage sur cette thématique-là. Est-ce que dans les lieux de pouvoir, en fait, fédération, gouvernement, sommet de l'État, est-ce que leur logiciel n'est pas encore calé sur effectivement des modèles quand même plus anciens, quoi, hein ? Alors peut-être Emeline et puis Laetitia, vous pouvez répondre à ça.
Moi, je ne me permettrai pas de dire qu'ils sont calés sur quoi que ce soit pour continuer à travailler sur... voilà. Non, plus sérieusement, il y a forcément les sportifs de haut niveau. On a envie qu'ils ramènent des médailles aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas suffisamment... après, malheureusement... on parle de ce qui intéresse les médias, les annonceurs. Non, du tout. Non, c'est pas du tout de la faute des médias. On parle aussi d'un temps, 2 temps de communication, ce qui fait que parfois on n'est pas audible justement sur ces éléments-là, alors même qu'il y a un réel travail qui est fait. Je pense par exemple, quand on parlait de lutte contre la sédentarité, de cette pandémie dont j'espère on sortira à un moment. En fait, une des premières choses qu'on a dit, qu'on s'est dit et qu'on a dit et qui est vrai, c'est que les bonnes habitudes, on les prend les habitudes, de façon générale, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les prend dès le plus jeune âge. Donc autant donner de bonnes habitudes. Et du coup, l'activité physique, pour lutter contre la sédentarité, de façon régulière, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est la raison pour laquelle on a travaillé en collaboration avec l'État, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour, dans un premier temps, expérimenter 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, parce qu'on a eu des profs qui ont eu envie d'expérimenter, qui faisaient déjà, il y a déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a des profs partout qui faisaient, qui disaient à leurs élèves, comme on a un temps calme, on a aussi un temps où vous avez besoin de vous exprimer, de bouger, on va le faire, on va faire 10 minutes, et puis on va continuer à faire un peu de cours, puis on va refaire 10 minutes. Donc il y avait des profs qui le faisaient. Il y en a d'autres qui ont expérimenté, c'était du côté de l'Académie de Créteil, je les remercie, soit dit en passant, qui ont mis en place des programmes. Et parce que ça a bien marché, parce que aussi on a continué à dire on a un vrai sujet et on a les jeux. Et si on ne se sert pas des jeux pour faire en sorte de mettre en mouvement, parce qu'il est juste question de ça, de mettre en mouvement de façon régulière, on aura loupé quelque chose. Faisons en sorte que ce soit inscrit. Et non, ce ne sera pas facile. Et oui, c'est compliqué pour les profs des écoles. C'est compliqué pour beaucoup d'acteurs. Et c'est toujours... de toute manière, c'est toujours difficile d'essayer de mettre en place des choses différentes, des choses complémentaires, des choses en plus. Mais c'est pour les gamins, c'est juste canonissime. On n'en a pas parlé assez, et on n'en a pas parlé assez. Pourquoi ? Parce qu'on n'a parlé que de sport. Et une fois encore, si on laisse ça dans la case sport et qu'on ne le décale pas dans l'activité physique, dans le bien-être, dans le mieux-être, dans les capacités cognitives qui se développent, en fait, on lutte contre la sédentarité. Là, on investit pour demain, pour après-demain, pour que dans 20 ans, en fait, les gamins, ce soient des hommes, des femmes qui soient en bonne santé. On a juste parlé du sport et de l'activité physique quotidienne. Ce qui est génial, mais c'est pas suffisant pour accrocher le grand public. Et en fait, le point, il est là aussi. C'est-à-dire que comme c'est pas déjà installé, pour aller accrocher le grand public, on n'a pas réussi à trouver les bons leviers. Et là, du coup, je pense que je vais faire une passe décisive cette fois-ci, Laetitia. Bon, déjà, le côté quand même positif, c'est que ces thématiques émergent et font au moins l'objet de débats ou de discussions sur des conférences. Mais au-delà des leviers et de la théorie, c'est vrai que sur la pratique, concrètement, comment on fait, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des difficultés en termes d'offres qualitatives, c'est-à-dire que vous avez envie d'une pratique ou des problèmes de santé, où est-ce qu'on va, chez qui on va, et surtout où est-ce qu'on trouve les coachs compétents, avec quel budget, quel financement, quels moyens. Et c'est exactement aussi, ça peut revenir sur le sport scolaire.
quels moyens on a pour faire quelque chose de qualité. Ça me fait un peu penser quand, au niveau du handicap, il y a eu toute une période où on disait, c'était la thématique de sensibilisation dans les entreprises, on disait, alors le handicap, c'est important, c'est pas mal, il y a des gens, ça peut vous apporter des choses. Non, vraiment, avoir des personnes handicapées dans une entreprise, c'est intéressant. Et donc, ils passaient tous les budgets à débattre, enfin, à dire tout ça. Et à un moment, je me disais, mais à la limite, tout cet argent, embauchez quelqu'un, prenez un salarié, vous allez voir comment ça infuse pour de vrai, comment ça se passe pour de vrai. Et là, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il faut le temps que l'idéal apparaisse, qu'on réfléchisse, qu'on débatte. Et par contre, pour que ça se mette en place sur du qualitatif pour de vrai, c'est pas si simple. Alors, je suis bien navré. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, parce qu'on doit libérer la salle dans 1 minute, donc il vous reste 17 secondes. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je pratique un sport, l'Ultimate Frisbee, qui se veut mixte et en auto-arbitrage, même à haut niveau. Je voulais savoir votre avis sur ces mots d'ordre dans d'autres sports plutôt collectifs. Est-ce que c'est un futur? Est-ce que c'est possible, que ce soit en sport santé et même en sport à haut niveau? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ce sont des freins ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible en termes d'innovation sociale? Je vous laisse répondre. L'auto-arbitrage, c'est ça? L'auto-arbitrage et la mixité dans tous les sports et voilà. Et même à haut niveau. Et même à haut niveau. Alors, ça existe déjà. Alors, non pas l'auto-arbitrage, même si parfois on dit à l'arbitre qu'on a fait faute ou que le ballon est sorti. Alors, si on met le haut niveau de côté, oui, non, mais je vais venir ensuite au niveau, mais si on met le haut niveau de côté, oui, ce sont des choses qui sont possibles. Enfin, à l'entraînement, on passe son temps à s'auto-arbitrer, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment est-ce que l'Ultimate s'est construit. Je pense que ça doit y avoir un facteur de construction particulier qui fait que du coup on n'a pas besoin d'arbitre, ou alors personne n'est jamais de mauvaise foi. Et ensuite sur le sport de haut niveau, la mixité, oui, suivant les sports. Et je pense à l'athlétisme par exemple qui fait déjà du relais mixte sans souci, le tri relais mixte également, l'équitation. Donc c'est possible pour certaines pratiques sportives. Pour toutes, il y a quand même des différences physiques, des caractéristiques physiques entre les femmes et les hommes sur les différentes pratiques sportives qui font qu'il y aurait besoin justement d'ajouter, je pense, des règles supplémentaires aux règles qui existent déjà. Donc je n'y vois... c'est trouble. Eh bien, c'est sur ces éclaircissements que nous allons devoir nous quitter. Désolé, on doit rendre la salle, mais merci à tous.